J'accueille aujourd'hui au siège d'Algérie Presse Service deux invités, Madame Annick Hurst et Monsieur René Fagnouni. Deux invités, deux amis de l'Algérie. Vous êtes invités à la 19e édition du Salon international du livre d'Alger qui se tient à la SAFEX, celui-ci là. Vous participez dans le cadre du programme de la commémoration du 1er novembre, date emblématique pour nous tous. Monsieur Fagnouni, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Chronique des Aurès, un document iconographique que vous avez réalisé en étant en Algérie, appelé en 1957 dans les Aurès, à Betna. Plus exactement, je pense que c'était à Marouana. Oui, c'est-à-dire que j'ai été intégré par punition au 7e régiment de tirailleurs algériens, ce qui était une mesure tout à fait exceptionnelle, car à l'époque, les appelés faisaient leur classe en France ou en Allemagne, mais en raison de mon opposition à la guerre coloniale, le gouvernement de l'époque a jugé bon de m'envoyer sur le terrain directement, dès le premier jour, en civil, au 7e RTA. C'est le régiment qui a servi de cadre à Rachid Bouchareb pour tourner son film Indigène. Donc c'était un régiment qui était particulièrement exposé durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et le choc a été très rude pour un opposant à la guerre coloniale de se retrouver ainsi sur le terrain dès le premier jour en civil, alors qu'on s'attendait à toute autre chose. Vous étiez donc en civil et ce statut particulier, si j'ose dire, vous a permis de vous rapprocher des habitants et de la population donc locale qui n'était pas effrayée parce que vous n'étiez pas donc en tenue militaire, mais en même temps, vous avez jugé à ce moment-là qu'il était plus intéressant ou plus important ou nécessaire plutôt de prendre des photos de cette population. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Oui, comme on peut le voir dans le livre, je n'ai pas photographié la guerre, qui est avant tout une impression, mais j'ai photographié les habitants et les paysages de cette contrée magnifique où je me trouvais, qui est le massif des Aurès, n'est-ce pas? Et je me suis servi de mon appareil photo comme d'une arme afin de pouvoir témoigner encore aujourd'hui de ce qu'était la vie des habitants de l'Algérie durant ces années de la répression coloniale. Vous direz sur cette punition que c'est une belle punition qui vous a aussi permis de vivre une très belle histoire d'amitié avec la famille Ziza. Donc le papa, les deux frères, les deux grands frères de Messika. L'infirmière, cette Algérienne donc infirmière qui est montée au maquis, qui est morte dans le maquis de Kolo, oui. Bombardée tout près de son hôpital des Moudjahidines parce qu'elle soignait les Moudjahidines. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cet épisode de votre vie. Oui, alors mon parcours dans les Aurès a été itinérant parce que le bataillon où je me trouvais était sans cesse déplacé afin que tous les musulmans qui faisaient partie de l'unité ne se trouvent pas en contact direct trop longtemps avec la population locale. C'est ainsi que, après mes classes à Télergma, j'ai été affecté au 2e bataillon qui se trouvait à Makmaon, qui s'appelle aujourd'hui Ain Touta, puis à Barika. De Barika, nous sommes allés à Kenchla, puis à Edgar Quinet, qui s'appelle aujourd'hui Caïs, pour finalement atterrir dans la dernière partie de mon périple algérien à Corneille, qui se nomme aujourd'hui Merouana. Oh, et quand je suis arrivé dans ce petit village des Aurès, les autorités militaires nous ont mis en garde contre Ziza Ali, dont tous les enfants étaient engagés dans la LN, dans la lutte pour l'indépendance. C'est évidemment ce qui m'a rapproché de lui et m'a permis de nouer des liens avec lui
et ensuite de retrouver ses enfants, Ziza Mahama et Ziza Ayesh, que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour la première fois hier. Ziza Ayesh a aujourd'hui 86 ans, il était médecin-colonel de la LN, c'était donc le frère de Massika, cette valeureuse et intrépide combattante que nous avons sortie de l'oubli où elle était tombée. Aujourd'hui, non seulement plusieurs établissements de la région de Merouana portent son nom, comme l'école et des fermes collectives, mais également il y a une promotion de médecin-major de l'hôpital d'Aïn Nadja, qui porte désormais le nom de Ziza Massika, ainsi que depuis quelques jours a été inaugurée une école d'infirmières, toujours de l'hôpital d'Aïn Nadja, qui s'appelle l'école d'infirmières Ziza Massika. Au moment où vous avez côtoyé la population, vous avez aussi vu un peu, et je ne sais pas, apprécié la beauté des paysages algériens, les montagnes du Chelia, les couleurs, le ciel outrageusement bleu de l'Algérie. Vous avez fait de très très belles photos qui finalement maintenant sont récompensées par des reconnaissances officielles du militantisme de Ziza Massika. Mais aussi, c'est des photos qui, pour vous, disent beaucoup de choses. Vous avez, là maintenant, en discutant, on en a choisi 3. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 photos qui vous sont les plus chères? Absolument, oui. Parce que, voilà, la première, à elle seule, symbolise ce qu'a représenté la colonisation pour l'Algérie. On voit en arrière-plan la gendarmerie blanche des forces coloniales, dont l'arrogance, n'est-ce pas, contraste avec le gourbi qui se trouve juste devant. C'était à la fin de l'hiver 58-59, et on y voit un petit enfant tout nu sur le seuil de la porte, avec sa mère et un autre enfant, et même le chien semble avoir peur puisqu'il passe son nez dans l'encoignure de la maison qui se trouve là, dans un dénuement extrême. Donc on voit aussi qu'il y a une violence de la guerre, mais une violence suggérée. C'est pas une violence directe, mais elle est là. Mais cette photo à elle seule témoigne, n'est-ce pas, de ce qu'a représenté la colonisation pour le peuple algérien. Ensuite, il y a cette photo que j'ai appelée « Toute la misère du monde », car il s'agit d'une femme qui était descendue à dos de mulet avec ses enfants, prendre des nouvelles de son mari qui devait être prisonnier derrière les barbelés de Merouana, où il y avait un CTT où les prisonniers étaient détenus et torturés. Et cette femme est en costume local typique des Aurès. C'est un tableau qui montre aussi toute la détresse de cette famille dans le tourment de la guerre. On terminera par cette troisième image qui est plus pacifique, n'est-ce pas, de 2 femmes avec des petits-enfants qui gardent le linge qui est en train de sécher derrière elles. Elles sont en costume local des Aurès. La dame la plus âgée faisait partie de la tribu des Ouled Fatma, et c'est son petit-fils qui m'a retrouvé sur Internet, Abdelhaï Ben Zaïd, avec lequel je suis devenu ami, et qui est en train d'écrire l'histoire du Bélesma, ce qui fait que nous avons des échanges constants, tous les deux. C'est ainsi que j'ai des nouvelles de Merouana, dont je peux dire qu'à la moitié de la population de ce village fait aujourd'hui partie de mes amis sur ma page Facebook, car ils ont reconnu qui
leur grand-mère, leur oncle et même leur épouse quand elle était enfant. Est-ce que c'est un choix délibéré de faire des photos qui sont aussi finalement des photos très paisibles? Il n'y a pas de mort, on ne voit pas de corps, il n'y a pas de tête coupée, il n'y a pas de torture. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des images comme celle-là ou alors c'est un choix? Non, non. Par bonheur, comme je l'écris, je n'ai jamais eu à participer à une opération, quelle qu'elle soit, contre les moudjahidis et les combattants algériens. Pour moi, ça a été quelque chose de très important. Et au contraire, c'est moi que j'ai passé sur le terrain à prendre des contacts avec la population. Et si je suis resté vivant, c'est pour témoigner de ce que j'ai vu et connu à cette époque. Est-ce que vous photographiez encore aujourd'hui? Non. Je suis passé à l'écriture, car mon appareil photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, était une arme de combat. La guerre d'Algérie s'est arrêtée, donc je garde cet appareil photo à la maison comme une relique, mais je ne m'en sers plus guère. Madame Annick Hearst, vous avez quelque chose à dire par rapport à la photo? Vous qui êtes dans le cinéma, dans le montage, dans le documentaire et en projet actuellement? Ben, oui, René a utilisé un appareil photo comme arme de mémoire pour moi. Et l'écriture en est une autre, évidemment, aussi. Moi, je voulais rebondir sur une chose qui est que quand René, lui, est puni et va partir dans les Aurès, en fait, mon père, exactement à la même année, est appelé pour faire son service militaire et donc part en Allemagne. Il est en Allemagne de 57 à 58 et c'est pendant justement ces classes d'officiers qu'il prend conscience par rapport aux messages qui passent, dont il est témoin, que c'est une guerre qui, pour lui, n'a aucune valeur. C'est une guerre qui n'a pas de sens. Et c'est donc là le moment où il va faire le choix de déserter et rejoindre le réseau Janson. Et donc ces deux parcours où il y en a un qui sera parti en Algérie et un autre qui sera dans la caserne, resté et va prendre conscience de l'aberration de cette guerre. Donc, je rappelle seulement que vous êtes Annick Hearst, la fille de Monsieur Jean-Louis Hearst, le déserteur, celui qui a écrit le livre, donc, Le déserteur. C'est un homme qui a épousé la cause et qui s'est détourné finalement de l'armée française et qui pensait, à juste raison, que c'était une guerre injuste et absurde. Hier, vous avez été donc au cimetière des Saada, vous avez fleuri le carré des Justes. Et quelle est votre émotion? C'est encore tout frais. Je suis venue en Algérie le 21 mai 2014, donc il y a quand même assez peu de temps, pour donc enterrer mon père et ma mère. Oui. Mon père est mort le 13 mai 2014. Ma mère était déjà décédée depuis fin 2012. Et grâce au fait que mon père voulait absolument reposer sur la terre algérienne, j'ai pu aussi emmener ma mère et donc ils reposent ensemble. Dans l'histoire que j'ai moi avec l'Algérie, donc après l'indépendance en 63, mon père et ma mère arrivent en Algérie indépendante, donc ils sont pieds rouges. Et moi, je nais en 64, et ici. Et donc, pour moi, c'est mon pays. Je ne peux pas dire autrement. Mes racines sont ici. Et donc, on repart en 68 en France. Et je suis très peu retournée en Algérie depuis. Je suis retournée en 72 et c'était la seule fois où je suis retournée. Mon père, lui, et ma mère sont revenus plusieurs fois et donc là, je revenais vraiment pour l'événement de l'enterrement.
Être la fille de ce couple très très beau, tant par son engagement que par son courage, est une grande responsabilité. Quelle est la vôtre aujourd'hui? D'autant plus responsabilité, c'est que je suis fille unique. Donc l'aura je dirais, du choix de mon père de déserter et d'être un traître aussi à travers la famille, puisque en fait toute la famille de mon père est militaire. Donc j'ai déjà un arrière-grand-père qui est né en Algérie française en tant qu'Alsacien, famille de militaires installés ici. Mon grand-père était pendant la Deuxième Guerre mondiale en Algérie et mon père était déjà en 1940 ici en Algérie en tant enfant, il avait 5 ans. Et donc la position que mon père a eue, et c'est lui-même qui disait ça, il disait: grâce à Nizan, j'ai appris que trahir les traîtres n'était pas de la trahison. Mais donc, à l'intérieur même de sa famille, il était un traître, et à double titre, c'est-à-dire qu'il trahissait la famille et la France. Donc oui, c'est un poids énorme. Aujourd'hui, moi, je suis René a utilisé un appareil photo comme arme de mémoire. Moi, aujourd'hui, j'utilise le cinéma pour raconter des histoires et pour justement faire partie des gens qui, en permanence, essayent de transmettre. Et je pense que c'est en permettant qu'il n'y ait pas l'oubli que les choses peuvent avancer. Donc moi j'ai choisi le cinéma, et donc j'ai choisi une caméra comme arme de mémoire. Vous êtes sur un projet documentaire actuellement? Non, je ne suis pas sur un projet documentaire, mais très clairement depuis le décès de mon papa, qui avait donc écrit Le Déserteur en 1960, qui a été donc interdit, qui donc maintenant est à nouveau publié en France. Il y a 2 combats que je vais mener. Un, de republier le livre ici, en français et en arabe. Et le deuxième, c'est de mettre en scène le livre de mon père et de faire une fiction. Donc je veux vraiment faire une fiction parce que je pense que la fiction a beaucoup plus d'ampleur que le documentaire, dans le sens où on a des personnages et donc d'un seul coup on suit quelqu'un. Il y a un phénomène tout à fait normal d'empathie qui fait que on est avec une histoire, un héros. Et donc cette histoire du livre va se prolonger, j'espère, jusqu'en 68, où il rentre en France. Et donc il va y avoir l'histoire d'amour aussi de mes parents. Et ma naissance, peut-être même. Vous en êtes où dans le projet? C'est déjà lancé vraiment, non, c'est le projet de l'écriture et je cherche un producteur et je cherche peut-être même plusieurs coproductions, puisque pour le coup, j'espère et j'estime que c'est une histoire collective et qu'il y a un pont à faire réellement là aujourd'hui entre la France, l'Algérie. Et vu que le réseau Janson aussi était très déterminant, et il a pu exister aussi grâce à la Belgique, la Suisse et l'Allemagne, j'espère aussi que tous ces pays-là vont pouvoir participer à la production du film, qui est peut-être une manière de remettre justement la place légitime de cette histoire, qui est une histoire, pour moi une histoire de peuple, mais une histoire d'époque. Et donc peut-être que là, ce serait un vrai pont entre le Nord et le Sud. Je l'espère. J'espère. En tout cas, c'est un appel au financement. Oui, finalement, tout à fait. Finalement, tout à fait. Financement multiple du projet. Je reviens à M. Fagnoni. Vous êtes plus que jamais donc engagé contre l'oubli. Il y a parmi les justes un nom qui revient dans vos discours, dans les vidéos que j'ai regardées en préparant donc cette interview, le nom de Fernand Yveton. C'est pour vous un nom particulier et un cas particulier. Vous dites dans certains extraits que c'est un crime d'État. Juste pour rappeler, Fernand Yveton a été condamné pour l'exemple sur conseil de Mitterrand sous la présidence de René Coty. C'est bien ça. Oui. Donc ce monsieur était un militant de la résistance sous la bannière de l'FLN et il a été exécuté d'une manière assez absurde, vu qu'il a eu 2 avocats commis d'office et
il n'avait donc attenté à la vie de personne, il n'avait blessé personne. Et la bombe qu'il avait mise dans cette armoire n'a même pas explosé. Il a été vendu par des petits chefs donc de l'usine d'El Hamma. Et vous appelez en même temps à une double reconnaissance, à une reconnaissance de son statut de shahid et de son statut de héros. Donc c'est un double appel à la reconnaissance officielle. Est-ce qu'on peut en savoir plus? En effet, aujourd'hui, qui se souvient de Fernand Yveton? Presque plus personne, excepté quelques-uns qui sont intéressés par l'histoire de la guerre d'Algérie. Et c'est intéressant de s'attarder sur son cas, car il est emblématique, n'est-ce pas? Il est l'un de ces justes que l'histoire a oubliés et que notre devoir nous intime de sortir de l'oubli. C'est pourquoi que dans le dernier article que j'ai sorti, qui est paru dans Liberté au printemps dernier, je termine cet article par une adresse à Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, où je déclare ceci. Je reprends à mon compte la demande du père de Fernand, Pascal Yveton, aujourd'hui disparu, pour m'adresser à M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, afin que soit reconnue la mémoire et le sacrifice du shahid Fernand Yveton, par l'inauguration d'un lieu qui porterait son nom dans la capitale de l'Algérie, où il vécut et est mort en martyr. Comme à Biskra, une rue porte le nom de Maurice Laban, et à Alger et Paris, une place porte celui de Maurice Audin. Voilà, je crois qu'il est important de parler de ces justes, car aujourd'hui, ils sont l'honneur de la France, et c'est grâce à eux si des relations chaleureuses continuent d'exister entre nos deux pays, l'Algérie et la France, car ils sont les descendants des philosophes du siècle des Lumières et qui déclaraient à l'époque cette phrase emblématique: lorsque l'État perd la raison, l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme qu'ils ont voulu appliquer dans leur combat pour l'Algérie indépendante. Fernand Yveton n'était pas le seul, ils étaient nombreux, on ne va pas tous les citer aujourd'hui, mais hier au cimetière de Diar es-Sahada, nous avons fleuri la tombe d'Henri Maillot, parce que lui aussi a été un héros de la guerre d'Algérie. Et je voudrais lire ici le texte politique qu'il avait adressé à la presse parisienne lorsqu'il a rejoint les rangs du FLN. Il déclarait en substance ceci: ce document dont l'écho retentit encore aujourd'hui par la clarté lumineuse de son engagement déclare notamment: l'écrivain français Jules Roy, colonel d'aviation, écrivait il y a quelques mois: si j'étais musulman, je serais du côté des Félagas. Je ne suis pas musulman, mais je suis algérien d'origine européenne. Je considère l'Algérie comme ma patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Au moment où le peuple algérien s'est levé pour libérer son sol national du joug colonialiste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. La presse colonialiste crie à la trahison alors qu'elle publie et fait sien les appels séparatistes de Boyer-Bance. Elle criait aussi à la trahison lorsque, sous Vichy, les officiers français passaient à la résistance, tandis qu'elle servait Hitler et le fascisme. En vérité, les traîtres à la France, ce sont ceux
qui, pour servir leurs intérêts égoïstes, dénaturent aux yeux des Algériens le vrai visage de la France et de son peuple aux traditions généreuses, révolutionnaires et anticolonialistes. De plus, tous les hommes de progrès de France et du monde reconnaissent la légitimité et la justesse de nos revendications nationales. Le peuple algérien, longtemps bafoué, humilié, a pris résolument sa place dans le grand mouvement historique de libération des peuples coloniaux qui embrasent l'Afrique et l'Asie. Sa victoire est certaine, et il ne s'agit pas, comme voudraient le faire croire les gros possédants de ce pays, d'un combat racial, mais d'une lutte d'opprimés sans distinction d'origine contre leurs oppresseurs et leurs valets, sans distinction de race. Il ne s'agit pas d'un mouvement dirigé contre la France et les Français, ni contre les travailleurs d'origine européenne ou israélite. Ceux-ci ont leur place dans ce pays, nous ne les confondons pas avec les oppresseurs de notre peuple. Voilà, je crois que tout est dit et cette déclaration d'Henri Maillot prend toute sa résonance, en particulier aujourd'hui, lors du 60e anniversaire du combat libérateur pour l'indépendance. Et je terminais cet article de la façon suivante, ce qui explique notre démarche d'hier au cimetière d'Essadia. Dans ses dernières volontés, le docteur Pierre Chollet, chrétien progressiste, a demandé à être inhumé récemment aux côtés de son camarade de lutte pour l'Algérie indépendante, Henri Maillot, ce qui a été fait. Ainsi se trouvent réunis sur les hauteurs d'Alger, dans leur sommeil éternel, comme dans l'Ode à la résistance d'Aragon, la Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Il est important de raconter ici ce qu'ont fait ces hommes et ces femmes afin que cela ne meure ou ne s'efface de la mémoire avec le temps. Ils sont immortels. Voilà. Et parmi ces justes, j'ai voulu distinguer dans le combat libérateur pour l'indépendance le rôle des femmes. Tout à l'heure, nous avons parlé de Ziza Massika, mais il en est une autre dont le souvenir ne doit pas s'effacer. Il s'agit de Raymonde Péchard, la seule femme algérienne d'origine européenne qui a été assassinée dans des conditions abominables en novembre 1957 par l'armée française. Voilà, je voulais rappeler ici sa mémoire, car ces deux femmes sont emblématiques du combat de toutes les femmes algériennes dans le combat libérateur pour l'indépendance. Merci. Je vais revenir sur la visite de François Hollande en 2013 en Algérie. Il s'est recueilli sur la plaque commémorative faite en l'honneur de Maurice Audin. Est-ce que pour vous, une reconnaissance de ce type, un recueillement, suffit à rendre justice quand j'entends que vous demandez, au-delà du fait de rendre justice, que la France soit fière de ses enfants, de tous ses enfants? Oui, malheureusement, je crois la France n'est pas prête à le faire. Et c'est bien que la place Maurice Audin ait été inaugurée officiellement, qu'aujourd'hui une stèle à son nom figure sur cette grande place d'Alger qui est l'équivalent de la Concorde à Paris. Mais malheureusement, je pense que la France n'est pas prête encore à reconnaître tous ses enfants dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie.
Le 23 octobre 2014, vous avez été, donc il y a eu un événement au Centre culturel algérien. Vous avez été honoré, vous, monsieur donc, Kaminski et aussi Michel Audin. Et en quoi c'est important pour vous? Parce que j'ai entendu que c'était très important, mais en quoi exactement, si ce n'est entretenir la mémoire, entretenir le travail, vous soutenir dans cette lutte contre l'oubli. Pourquoi c'est très important pour vous? Oui, il y a eu effectivement 2 événements au Centre culturel algérien de Paris. L'un qui a eu lieu le 23 octobre lors d'une rencontre débat autour de mon livre Chronique des Aurès, qui a été une réunion à la fois chaleureuse et émouvante, et qui a été suivie samedi dernier, le 1er novembre 2014, 60e anniversaire du déclenchement de l'insurrection, par une manifestation qui a eu lieu au Centre culturel algérien, où ont été honorées 4 personnalités pour leur soutien au combat libérateur pour l'indépendance de l'Algérie, dont je faisais partie. Pour moi, c'est très important, car c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, de ces années de lutte pour sortir de l'oubli qui les recouvrait. C'est juste, en particulier, c'est juste Algériens d'origine européenne qui sont morts 2 fois, une fois sur le terrain et une autre fois par l'oubli qui les recouvrait jusque-là. Et il faut dire que le Centre culturel algérien a beaucoup contribué à faire en sorte que ces héros sortent de l'ombre par des soirées qui leur ont été consacrées au cours des mois écoulés. Merci. Donc, dernière question que je pose à vous deux. Même si j'ai une petite idée sur la réponse, qu'est-ce que pour vous une belle mort? Oui, d'abord, je dois déclarer que si je suis resté vivant, c'est pour témoigner, comme je l'ai déclaré ici. Pour le reste, advienne que pourra. Inch'Allah. Madame Annick? Une belle mort, c'est permettre aux vivants de reprendre un flambeau qu'on pourrait penser s'éteindre. Et je pense que justement, on est au-delà de la mort, un message d'espoir et une utopie en marche. Je ne saurais pas. Oui, il y a un point que je voulais préciser pour l'histoire, n'est-ce pas? C'est que mon combat ne s'est pas arrêté sur le bateau qui me ramenait en France au mois de juin 1959, mais il a repris sur le sol français par mon engagement politique au sein du PSU, qui est un parti politique né de la guerre d'Algérie. C'est un parti politique qui rassemblait tous les hommes de gauche qui refusaient la situation qu'on connaissait en France à l'époque. C'est le Parti socialiste unifié. Pourquoi? Parce qu'il rassemblait des gens qui venaient de 3 sensibilités différentes. Il y avait l'UGS, dont les leaders étaient Marc Urgon, Gilles Martinet, et autour du Nouvel Observateur, ainsi que Claude Bourdet, grand résistant. Il y avait aussi des membres du PSA qui étaient sortis du Parti socialiste. SFIO, c'est lui qui a mené la guerre à outrance que l'on a connue de 54 à 62, donc ils ne supportaient plus d'être dans ce parti politique. Ils avaient créé le PSA. Et il y avait aussi Tribune communiste où il y avait
des gens qui étaient sortis du Parti communiste. Donc, en avril 1960, a eu lieu le congrès d'unification du PSU à Alfortville, dans la banlieue parisienne. J'en parle aujourd'hui parce que le PSU a été le parti qui a organisé à Paris, peu de mois après sa création, le 1er novembre 1960, la première manifestation de rue, qui était alors formellement interdite, contre la guerre d'Algérie et pour son indépendance. Cette manifestation a eu lieu le 1er novembre 1960, au cours de l'après-midi, place Clichy à Paris. Et ça a été un moment important car il a été le déclencheur ensuite de toute une série de manifestations qui ont eu lieu à Paris contre la volonté du gouvernement pour enfin aboutir aux accords d'Évian et ensuite à l'indépendance de l'Algérie. Donc, comme Fernand Yveton, qui se souvient encore aujourd'hui du PSU, qui a joué un grand rôle lors de la guerre de libération pour l'indépendance et qui a aussi fourni de nombreux cadres à l'Algérie indépendante parmi les coopérants qui sont venus aider l'Algérie à se remettre debout après 1962. Très bien, merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Inch'Allah. Inch'Allah. Tout est... Donc, moi, je vous remercie, Madame Annick Hearst. Je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup d'argent pour votre projet, pour votre fiction. J'espère que vous pourrez mener ce projet à bout et que les générations futures puissent en profiter. Je vous remercie, Monsieur René Fagnouni. Merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites encore, pour l'entretien de la mémoire et aussi pour cette capacité à faire ressusciter de belles histoires et l'histoire d'un militantisme et d'un combat que vous portez en vous. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus aussi cordialement, aussi chaleureusement ici ce matin. Merci encore.